présente Edwige Chevrillon, la grande interview. Bonjour à tous, bienvenue dans la grande interview. Pourquoi y a-t-il toujours autant de défaillances d'entreprises et de plus en plus avec des secteurs, on le verra évidemment dans l'automobile et l'agroalimentaire, qui sont particulièrement touchés. Pierre Pelouzet, bonsoir. Bonsoir, Edwige Chevrillon. Plutôt, merci d'être avec nous. Vous êtes le médiateur des entreprises. C'est vous qui essayez de trouver des solutions entre les grandes entreprises et les petites entreprises, entre des petites entreprises entre elles, des start-up aussi. Ouais. Un point que vous avez souligné tout à l'heure quand on discutait, la propriété intellectuelle, comme quoi les grandes entreprises, elles piquent la propriété intellectuelle, notamment de start-up. Vous nous direz qu'est-ce que vous pouvez faire. Mais d'abord sur les chiffres. Les derniers chiffres que moi j'ai, je crois qu'on a les mêmes. Les défaillances d'entreprises, elles atteignent là sur les 12 derniers mois 63 000. C'est beaucoup plus qu'avant. Alors c'est plus qu'avant, puisque avant la crise, on était aux alentours de 60 000 sur les années précédentes. Après, il faut toujours se méfier des grands chiffres. Moi, je relativise toujours. Je vais vous donner un autre chiffre en comparaison. Les créations d'entreprises, on était entre 6 et 800 000 créations d'entreprises avant la crise. On est depuis 3 ans à 1 million d'entreprises créées tous les ans. Donc vous voyez, si on compare ces deux chiffres, on se rend compte que oui, il y a plus de défaillance, mais comme il y a beaucoup plus de création, en relatif, l'image d'ensemble n'est pas si dramatique que ça. Après, il y a des sujets sectoriels, comme vous l'avez cité, et c'est là où il faut un peu plus creuser et se pencher sur les réalités un peu plus près du terrain. Oui, et bien justement, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Il y a une étude qui vient de sortir de la Banque de France avec la Fédération des entreprises de France. C'est plutôt dans l'agroalimentaire. On sait que les négos commerciales, ça y est, ça va repartir. Les chiffres sont quand même assez alarmants, hein. C'est une enquête qui porte sur 22 milliards d'euros de chiffre d'affaires, donc c'est très très gros, hein. 1100 entreprises. Il y a 33% des entreprises qui sont déficitaires en 2023. Il y en avait seulement 19% en 2018. Une augmentation de 42%. Et il y a plus d'une entreprise PME ETI sur 2 aujourd'hui qui a un taux d'endettement supérieur à 7 ans. Est-ce que pour vous, l'agroalimentaire, c'est le pire des secteurs ? Non, pas forcément le pire. Alors, il y a des secteurs qui ont été très affectés, peu affectés, et des secteurs qui vont très bien et qui se développent bien. Il y a un effet général qui est la fin du package d'aide Covid, il faut se le dire aussi, hein, avec les aides, avec les prêts garantis par l'État, et avec tout l'URSSAF qui ne demandait pas les règlements tout de suite, etc. Bon, ça, c'est la fin de ce package. Donc, il y a un certain nombre d'entreprises qui étaient fragilisées, même bien avant la crise, qui ont tenu avec ces aides et qui aujourd'hui partent en défaillance. Les fameux zombies. Les zombies, voilà, c'est tout un tas de noms, mais en tout cas, il y en a qui ont rebondi aussi, et c'est très bien, et il y en a d'autres, malheureusement, on les comptabilise aujourd'hui, alors qu'elles n'ont pas été comptabilisées pendant 3 ans. Après, il y a des effets sectoriels, vous parlez de l'agroalimentaire, effectivement, c'est quoi l'effet agroalimentaire ? C'est d'ailleurs dans tout le commerce, c'est l'effet inflation. Et une inflation qui a été assez forte, même très forte, sur ces dernières années. Heureusement, cette inflation maintenant diminue, on revient à l'épure de là où on était avant, mais les gens ont beaucoup moins consommé, et 2, ils ont pris des habitudes de consommation. Et ça marque pendant un certain temps. Donc tout ça contribue à fragiliser un certain nombre de ces entreprises. Encore une fois, là aussi, certaines vont bien s'en sortir parce qu'elles vont changer leur manière d'approvisionner, les produits qu'elles vont présenter. D'autres sont plus en difficulté. Donc oui, il y a des aspects sectoriels à bien regarder. Et est-ce que lorsqu'on regarde, vous avez entendu tout à l'heure dans le journal, ce qui se passe chez Stellantis, mais on voit bien que le secteur automobile, de nouveau, connaît des difficultés, traverse des difficultés. Valeo l'a déjà annoncé, équipementier automobile, qu'il a commencé à serrer les boulons. Ça vous inquiète peut-être pour les prochaines semaines ? Là aussi, secteur en grande vigilance pour 2 raisons. Une raison conjoncturelle qui est la même que pour l'agroalimentaire. Les gens, avec l'inflation, ont ralenti leurs achats, il y a moins de voitures achetées, et puis il y a un changement structurel. On passe de la voiture thermique à la voiture électrique, ce qui veut dire toute une recomposition du tissu économique autour de ces entreprises. Donc là aussi, grande vigilance, secteur que nous suivons bien entendu, avec beaucoup de médiation bien entendu. Est-ce que cette transition écologique bas carbone, qui est très importante, qui est même essentielle, indispensable, ok, mais enfin ça a des investissements extrêmement lourds, est-ce que c'est une des raisons des faillites des entreprises ?
Je ne dirais pas que c'est une des raisons, parce que les investissements... Une des causes, alors, si vous préférez. Voilà, les investissements, c'est bon de manière générale. Le sujet, c'est comment accompagner ces entreprises pour qu'elles puissent faire ces investissements. Et c'est là où, en fonction des secteurs, un secteur qui est un peu fragilisé et qui doit faire ces investissements, ça va être un peu plus compliqué que les secteurs en plein développement qui, eux, vont pouvoir le faire. Donc oui, il y a une vigilance à avoir. Et puis, il faut aussi utiliser tous les outils mis à disposition des entreprises. Et malheureusement, c'est là aussi où on voit que beaucoup d'entreprises ne font pas appel à ces outils et c'est dommage parce qu'ils sont là pour les aider. Quels sont s'il fallait classer un peu les secteurs, ou du moins ceux qui sont en vigilance rouge ou orange? Oui. Alors, c'est quoi là? On a cité les principaux, il y en a un troisième sur lequel je voudrais insister, puisque comme il y a eu inflation, il y a eu hausse des taux d'intérêt. Et les taux d'intérêt, ça a touché directement les gens qui voulaient acheter des appartements, des maisons. Et donc il y a un secteur qui allait bien, qui s'était sorti de la crise plutôt bien et qui se retrouve en difficulté. C'est le secteur du BTP, en particulier de la promotion immobilière. Il y a d'autres parties des TP qui vont pas trop mal, mais la promotion immobilière, par effet de cascade, les gens n'achètent plus, on construit plus, et évidemment, il y a tout un effet cascade sur les acteurs de ce secteur. Si on fait rapidement une ventilation, je ne sais pas si vous pouvez le faire de mémoire, sur les 63 000 défaillances d'entreprise, si on fait une ventilation, c'est quoi? J'avoue que vous me posez une colle, ma chère Edwige. Il faudrait regarder les chiffres. Je pense que ça touche tous les secteurs et surtout une myriade de toutes petites entreprises. Il faut se rappeler que c'est souvent des très petites entreprises de tous les secteurs, même si on voit aujourd'hui quelques PME qui sont touchées et là aussi, c'est interpellant. Alors si on regarde un peu les causes de ces défaillances, justement, tout à l'heure vous avez mentionné la Covid, bien sûr, ou le Covid. Est-ce qu'il y a encore un effet Covid? Il y a encore les entreprises qui n'arrivent pas à rembourser ces fameux PGE? Comme on l'a dit tout à l'heure, les aides, c'est fini. L'URSSAF commence à réclamer maintenant ce qu'il aurait dû, ce qui est normal, et il faut rembourser ces PGE. Mais est-ce que c'est pas trop violent, justement, l'URSSAF? Nous, on a pas mal de remontées quand même en disant, vous me direz, c'est son job. C'est ça, il y a un moment donné, l'URSSAF, c'est notre argent à nous tous, et il faut bien le récupérer. Toutes les entreprises qui s'en sont bien, et d'ailleurs, l'immense majorité des entreprises ont passé le cap sans aucun problème. Les PGE sont remboursés, quasiment 98-99% sont remboursés. Malheureusement, il reste un certain nombre d'entreprises qui, soit parce qu'elles étaient déjà en difficulté, soit parce qu'elles vont cumuler un certain nombre de difficultés, se retrouvent en difficulté par rapport à l'URSSAF, par exemple. Il y a Covid, il y a l'URSSAF, il y a quoi d'autre? Est-ce que... L'énergie est un sujet aussi. Sujet qui commence là aussi à se diminuer. Mais toutes les entreprises qui ont signé un contrat dans la deuxième partie de 2022, au moment où l'énergie était au plus haut, pour certaines pour plusieurs années, se retrouvent en difficulté. Et nous, on les retrouve en médiation aussi. C'est-à-dire il faut qu'elles sachent qu'elles peuvent nous saisir et qu'on les aide à discuter avec leurs fournisseurs d'énergie et à trouver des solutions, qui peut être un étalement, qui peut être une sortie du contrat, mais encore faut-il venir chercher de l'aide. Il y a une explication aussi, peut-être, on voit, il y a un graphique derrière vous, Pierre Pellouzet, qui est, en fait, il y a eu trop de création d'entreprises presque depuis 2012. Il n'y en a jamais trop. Non, il n'y en a jamais trop, mais en même temps, on voit que depuis 2021, 22, 23, ne serait-ce parce qu'il y a beaucoup d'auto-entrepreneurs, il y a beaucoup, puisqu'il y a même un changement de paradigme entre le salariat et les entreprises. Est-ce que c'est un peu ça qui justifie, qui explique en partie ce chiffre de 63 000? Et complètement. Plus il y a d'entreprises créées, plus il y a d'entreprises qui disparaissent, statistiquement, puisque il y a le même pourcentage. C'est une sur combien qui disparaît? Alors ça dépend. Sur les entreprises qui sont créées, on sait qu'il y en a une sur 3 ou 4 qui ne passent pas les 3-4 ans. Donc vous voyez, toutes ces entreprises supplémentaires qui se sont créées sur ces dernières années viennent renforcer ce nombre de défaillances. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il y a moins d'entreprises. Il y en a plus, mais il y en a plus en défaillance aussi. Est-ce que vous diriez, parce que là c'est tout le débat, on en dira un mot tout à l'heure bien sûr, mais ce quoi qu'il en coûte, qui nous a coûté très très cher, qui a coûté très cher aux finances publiques, donc à nous et donc aux entreprises, est-ce qu'on n'a pas été trop loin en fait, quand vous voyez le résultat aujourd'hui? Le résultat, c'est que toutes nos entreprises ont passé le cap. Et vous avez quand même un nombre de faillites assez important, significatif. Aujourd'hui, important, qui revient au niveau de ce qu'on était avant crise, avec un petit plus. Un décalage quand même. Voilà. Parce donc, on était à 60 000 moi, personnellement, je pense qu'il fallait sauver ces entreprises, il fallait sauver ces emplois. Et le prix qu'on y a mis, c'était le prix qu'il fallait y mettre. Et c'est pour ça qu'elles sont encore là. Lorsqu'on regarde les médiations, donc c'est ce que vous faites, je rappelle que vous êtes le médiateur des entreprises, les demandes de médiation, elles explosent. Si on regarde les saisines, vous aviez 1300 saisines en 2019 et aujourd'hui vous êtes à combien? 2005-2006, on a doublé quasiment. Doublé, oui. On a doublé. Alors pourquoi? Parce qu'il y a eu 2020.
Alors 2020, je vous donne le chiffre, 2020, c'était pas 1300, on est monté à 4500. Donc vous voyez, l'année 2020 a été une année hallucinante pour nous, notamment parce que là, pour le coup, les retards de paiement, c'était plus des retards, c'était des arrêts de paiement. Donc on a eu des entreprises qui payaient plus du tout. Donc beaucoup d'entreprises nous ont aussi découvert pendant la crise et continuent à nous saisir maintenant. Et puis il y a tous ces nouveaux sujets. On parlait des difficultés des commerçants. Les commerçants ont du mal à payer leur loyer à leurs bailleurs. On fait des médiations entre les commerçants et les bailleurs. Il y en a combien qui sont réussis, par exemple, sur ce dossier? Alors, de manière générale, on a un taux de réussite de 70%. Ce qui veut dire que dans 7 cas sur 10, quand les deux entreprises, parce que c'est ça, on les amène en médiation, elles trouvent une solution. Mais est-ce que vous avez un moyen de contraindre celui qui est le mauvais payeur ou le mauvais joueur, on va dire, de venir vous voir? Alors, on n'a pas de moyen de le contraindre. Ceci étant, ils viennent. Vous savez, un mauvais payeur, il préfère venir confidentiellement discuter avec son fournisseur et trouver une solution plutôt que ça se retrouve sur la place publique ou un jour venir se faire contrôler par la DGCCRF et se prendre une amende. Ça, vous pouvez les menacer de ça, quoi. Ouais. Non, on ne menace pas. Non, on ne menace pas, mais on dit, vous avez un problème avec votre fournisseur, ça serait bien que vous veniez confidentiellement autour de la table. Et donc en 2024, là, on est quasiment, en octobre, on sera à 2005 aussi. On sera à peu près à 2005, enfin, si la tendance se continue, on sera à peu près au même niveau qu'en 2023. Oui. Ouais. Vous m'avez dit tout à l'heure, tiens, avant de parler de la question des délais de paiement qui sont toujours là, j'ai envie de dire, depuis que je suis journaliste économique, on parle de la question des délais de paiement. Et depuis que vous venez de me voir, c'est la question de la propriété intellectuelle. Vous me disiez, il y a un véritable sujet, notamment avec des start-up, parce que les grands groupes, les grandes entreprises, elles piquent la propriété intellectuelle de ces start-up. C'est incroyable, ça. En tout cas, il y a un danger. Qu'est-ce que vous pouvez faire? La médiation fait partie des solutions. Quand vous sentez qu'il y a une tension avec la personne avec laquelle vous travaillez sur la propriété intellectuelle, n'hésitez pas à nous saisir pour qu'on puisse vous faire travailler ensemble sur à qui appartient cette propriété. Vous savez, une innovation, au départ, il n'y a pas de sujet. Tout le monde s'entend bien, tout le monde se met autour de la table, travaille ensemble. Oui. Le problème, c'est quand l'innovation commence à devenir un vrai produit et que ce produit devient commercialisable. Et là, d'un coup, la propriété, on ne veut plus la partager. Une idée, par exemple, en 2024, ça vous est arrivé sur combien de cas ? Là, c'est un pourcentage de 4-5% de nos médiations, la propriété intellectuelle, donc c'est relativement faible, mais c'est des sujets importants. Ouais. Vous l'avez dit, pour une start-up, même pour une PME innovante en général, c'est ce qui fait sa vie. Si on lui prend sa propriété intellectuelle, on lui prend sa vie. Ah bah oui, même elle se crée autour, justement. Absolument. C'est les brevets. Alors après, je ne peux que leur conseiller aussi, effectivement, de se rapprocher de l'INPI, de déposer leurs brevets, de sécuriser. Malheureusement, toutes ces start-up n'ont pas forcément ces réflexes-là. Délai de paiement, c'est 15 milliards de trésorerie en moins pour les TPE et PMI. Comment vous arrivez à ce calcul-là ? C'est la Banque de France, au travers de l'Observatoire des délais de paiement, qui fait ce calcul, qui regarde simplement l'argent qui est dans les mauvaises poches, c'est-à-dire dans les caisses des grands comptes et des grands acteurs publics et privés d'ailleurs. Malheureusement, il n'y a pas trop de différence entre les deux, au lieu d'être, à l'instant donné, dans les caisses des TPE, PME. 15 milliards d'euros. Parce que, en gros, un jour de retard de paiement, c'est 1 milliard d'euros. Donc, vous voyez, ça va très vite. Oui. Et ça, c'est parce qu'aujourd'hui, le retard de paiement moyen, il est de presque 13 jours. Oui. Et on était à 10 jours avant la crise. Vous voyez, c'est terrible parce qu'on s'était tous battus. Ouais. Vous me dites, ça fait longtemps qu'on en parle. Moi, je peux vous dire, ça fait longtemps que je me bats là-dessus. On s'est battus. On a mis de la médiation, on a mis des amendes, on a mis des contrôles. La Banque de France dégrade les notes des entreprises. On était arrivé à faire baisser année après année. On était à 10 jours. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Le Covid a tout fait exploser et malheureusement on n'arrive plus à revenir là où on était avant et ça c'est terrible. Au-delà de la sanction, il faut que les entreprises, les grandes entreprises, les grands acteurs publics se rendent compte des conséquences. Ça tue des entreprises tous les jours. Et dans la situation de tension... Ils disent, nous, on fait la trésorerie sur le dos des PME et des ETI, quoi. Et oui, et parfois même pas exprès. Dans beaucoup de cas qu'on voit en médiation, c'est même pas j'ai fait exprès de me faire de la trésorerie sur le dos des PME, j'ai un processus de contrôle tellement compliqué que je ne sais plus où est la facture et elle sera payée quand elle sera payée. Le name and shame. Ça en fait partie. Mais bien sûr, ça marche. Ou alors, est-ce qu'il ne faut pas le renforcer, justement là, quand vous voyez 13 jours, alors qu'on était 10 jours avant. Le name and shame, il est en place. DGCCRF le fait, publie régulièrement les noms des entreprises. Le prochain, c'est quand ?
On le fait à chaque fois qu'elle sanctionne, en fait. Donc, il n'y a pas de date, il n'y a pas de rendez-vous mensuel. Mais quand il y a une sanction qui tombe, dans la sanction, il y a un montant. Et il y a le fait de publier, et donc elle publie la liste. Ouais. Donc si vous allez régulièrement sur leur site, vous trouverez les noms. Le plus mauvais payeur, c'est qui? Le plus mauvais payeur, c'est qui? Il y a eu pas mal d'entreprises qui se sont fait attraper. Non, mais j'allais dire, au-delà de ça, il faut changer les comportements. Moi, c'est les gens que je cherche à toucher. Tous les gens qui doivent appuyer sur le bouton et qui n'appuient pas sur le bouton, c'est ceux-là qui doivent prendre conscience. Et ça va au-delà d'un name and shame et d'une amende. Qu'est-ce qu'il... Juste puisque vous êtes là, profitez-en, puisque ça touche tout le monde. Plaisir. Non, mais vous disiez tout à l'heure, nous, on a plein d'outils. Oui. Et les entreprises, en fait, ne s'en saisisse pas. Par exemple, je commence par les médiations. La médiation même des un entreprises. Petit livre bleu qu'on va peut-être voir. On a un petit livre bleu, oui. Si vous l'avez, je l'ai amené. On fait un tour de France avec mon collègue médiateur du crédit pour parler de tous les outils qui existent, publics et privés, pour aider ces entreprises qui risquent d'aller en défaillance, qui ne sont pas encore, qui ont des difficultés. Les médiations des entreprises pour les relations entre entreprises, médiation du crédit pour les relations avec les banques, mais aussi, il y a aussi les commissaires qui sont là pour aider les entreprises en difficulté, commissaires départementaux aux entreprises en difficulté, c'est-à-dire dès que vous sentez que ça va un peu mal, vous pouvez aller les voir et ils vont vous aider, vous accompagner. Vous avez les tribunaux de commerce qui sont là. Alors, on connaît le tribunal de commerce pour la défaillance, mais les tribunaux de commerce, on peut aller les voir bien avant. On peut aller les voir. Et la confidentialité et la confidentialité est assurée par le. Bien sûr, par le. D'ailleurs, j'entendais un juge au tribunal de commerce qui nous disait, quand elles viennent en prévention, dans 7 cas sur 10, on les sort du problème. Quand elles viennent plus tard, dans 7 cas sur 10, elles vont en défaillance. Donc, vous voyez, tous ces outils, il faut les connaître. Et là, les chambres de commerce, les experts comptables, il faut qu'ils se mobilisent pour faire connaître tous ces outils. Et il faut les utiliser. Tout est confidentiel. Quand on est en médiation, c'est confidentiel. Donc, venez vous faire aider. Pierre Pelouzet, est-ce que vous pensez, que vous voyez au regard de tout ce qu'on vient de dire, là, pendant 20 minutes presque, est-ce que les entreprises, elles vont pouvoir supporter un choc fiscal ? Une hausse d'impôts. C'est le moment où je peux jouer mon joker, n'est-ce pas? Non, il n'y a pas de joker. Non. Non, plus sérieusement. Certaines entreprises vont très bien. Ouais. Donc voilà, pareil, pas de généralité comme tout à l'heure. Les entreprises qui vont très bien, est-ce qu'elles peuvent contribuer un peu plus? C'est possible. Je crois que même le patron du MEDEF, Patrick Martin, l'a dit l'autre jour. Et une entreprise qui est en difficulté, évidemment, je suppose qu'on ne lui demandera pas de payer plus d'impôts. C'est un petit mauvais signal? Quand même. C'est une évolution des choses. On savait que la situation était un peu plus tendue. Ça fait partie des outils à mettre en place quand une situation est tendue. Voilà, on peut dire que c'est compliqué, surtout quand on dépend de Bercy. Merci beaucoup, Pierre Pelouzet. En tous les cas, pour tout ce que vous avez expliqué avant. Pierre Pelouzet, médiateur des entreprises, donc avec des secteurs, on l'a compris, qui sont quand même sous tension. Secteur de l'automobile, ça va l'être encore plus. Le secteur du BTP et le secteur d'agroalimentaire. Merci beaucoup. Merci à vous.